le vrai podcast, le seul vrai podcast. Alors là, on va parler de la pensée de Karl Marx. C'est un philosophe, théoricien politique, précurseur de la sociologie, économiste, historien, euh, historiographe aussi. Euh, on en parle en droit, on en parle dans des tas de domaines différents. Et, euh, et alors, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que sa pensée générale pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Même si on n'est pas forcément d'accord, parce que faut rappeler que c'est l'inventeur du communisme, et donc on peut ne pas être d'accord avec certaines propositions politiques qu'il fait. On va essayer de comprendre pourquoi il les fait déjà et quelle est son argumentation. Et si on est d'accord, bah, tant mieux, c'est encore mieux. Euh, donc on va reprendre depuis le début, vraiment depuis l'Antiquité, depuis euh, pourquoi est-ce que Marx il dit ce qu'il dit? Où est-ce que ça commence? Ben en fait, c'est pour répondre à un problème classique dans l'histoire de la philosophie, qui est celui de la vérité. Tout le monde, au bout d'un moment, dans, il y a plein d'humains et les humains se disent, bah, tout le monde a trouvé la vérité et personne n'a trouvé la même chose. Bon, c'est pas très pratique. Donc, euh, il y avait des religions, voilà, tout ça, plusieurs religions disent c'est là la vérité, etc. Et donc, première solution qu'on a trouvée à ce problème de tout le monde dit la vérité, mais tout le monde a trouvé un truc différent, c'est de dire, ok, il faudrait trouver une manière de dire la vérité qui soit euh, tellement englobante que, avec une seule grande explication, on va pouvoir rendre compte de tout. On va pouvoir tout faire tenir en un seul point, euh, tout faire dans le sens dans une seule explication. Le premier à faire ça, euh, c'est Thalès. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais pour les maths et tout. Mais Thalès, c'était le premier métaphysicien, le premier philosophe dont on a des traces surtout. Il y en avait peut-être avant, il y en a peut-être dans des endroits où les gens n'ont pas écrit, mais c'est le premier dont on a des traces. Et alors, Thalès, il dit tout est eau, tout est explicable par l'eau. Et ouais, en fait, le bois, ben, c'est de l'eau qui arrivait dans des trucs. L'eau, elle peut prendre la forme de neige, de glace, de fumée, et donc finalement, jusqu'à devenir du bois, jusqu'à devenir des corps, jusqu'à devenir des choses qui se solidifient, qui finissent à faire de la roche, du sable. Ben, finalement, voilà, l'eau peut tout être, et donc tout est eau. Alors bon, pas une super explication, mais au début, c'était quand même assez malin. Alors bon, au bout d'un moment, il y en a qui ont dit, ben non, tout est feu, non, d'autres, tout est air. Là, je passe vite parce que c'est pas tant ça qui nous intéresse tout de suite. Mais tout le monde a trouvé sa petite explication. Et donc, problème, tout le monde a trouvé la vérité en tant que elle explique tout au travers d'un seul point de vue. Hein. Au bout d'un moment, on a évolué, on a dit, ben, tout le monde avait la vérité et ça ressemblait à rien. Maintenant, tout le monde a la vérité, ça ressemble à quelque chose, mais le problème, c'est que personne n'est d'accord, toujours. Va falloir trouver une nouvelle solution. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre ce problème qui en viennent à arriver. Une des manières, c'est de dire, ben, faut prendre une certitude absolue, et à partir de cette certitude absolue, ben, on va construire quelque chose de nouveau. On va construire une vérité qui découle de cette certitude absolue. Plutôt que prendre l'eau, le feu, ou je sais pas quoi, ou les mathématiques ou quoi, on va partir d'une certitude qui dit, ben, ça c'est vraiment le réel. Euh, Dire que le réel est mathématique ou que le réel est eau ou feu, bah, c'est pas si certain. Donc, on va dire que le réel est c'est absolument certain que le réel est absurde. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse là tout de suite, mais ça peut être une solution. Et alors ça c'est une des options, dire qu'on part d'une certitude absolue. Et il y a un autre type de solution, c'est ce qu'on appelle un peu de manière un peu rapide, tout le monde n'appelle pas ça comme ça, mais c'est ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Les philosophes du soupçon, c'est ceux qui vont essayer, plutôt que de dire quelle est la bonne vérité de laquelle il faut partir pour trouver le monde, là où les autres partiraient d'une mauvaise vérité, ils vont dire, non, en fait, toutes, toutes les tentatives pour essayer de trouver la vérité, si elles sont plurielles et fausses, c'est parce que la vérité se trouve dans la manière dont la pensée se constitue. Il faut comprendre comment la pensée se constitue, et on trouvera les différentes vérités. Les philosophes du soupçon, ils font ça. Alors, on n'a pas complètement répondu à la réponse quand on fait ça, parce que du coup, faut dire comment la pensée se constitue. Et là, il y a des débats encore. Comment est-ce que la pensée se constitue quand on est un philosophe du soupçon? Nietzsche dira que c'est dans les rapports de force de la vie, Freud il dira que c'est dans l'inconscient, et Marx et Engels, ils diront quelque chose d'autre.
parce que Karl Marx, il écrit avec Friedrich Engels, et la plupart de leurs ouvrages sont faits à deux. Et donc on trouve ça dans l'idéologie allemande, c'est le nom du livre. Euh, Karl, euh, Karl Marx et Friedrich Engels, ils disent la chose qui constitue les pensées, c'est euh, les conditions matérielles d'existence tout au long de la vie des individus. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions dans lesquelles les gens vivent, de ce qu'ils ont à portée de main, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils observent, euh, de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils sont en capacité de prendre, d'utiliser. Ben, c'est ça qui les constitue. En particulier, le fait de faire usage de certaines techniques, de certains outils, certains objets, ou de ne pas en faire usage, mais de manière générale, les conditions matérielles qui les constituent. Et donc, c'est ça qui formule, au fur et à mesure du temps, les manières de penser des individus, des gens, et c'est ça qui va faire qu'on va créer une vérité plutôt qu'une autre. À partir de ça, Marx, il va créer le concept d'idéologie. Alors, c'est un truc qui peut vouloir dire plusieurs choses. Avant, ça voulait dire quelque chose de plus spécifique. Les idéologues avant Marx, pendant le 19e siècle, c'était ceux qui réfléchissaient sur les idées et qui essayaient de comprendre comment les idées se créaient à partir de la matière et tout, et, euh, et comment est-ce que les idées interagissaient entre elles. Marx, il le définit d'une nouvelle manière, il dit les idéologies, ce sont toutes les pensées qui, en fait, reflètent un modèle de vie. Et donc, ça c'est un peu c'est connu, Marx, du coup, il parle de la bourgeoisie. La bourgeoisie, les gens riches, les gens qui ont plein de, de moyens, de propriétés, voilà, eh ben, ils vont trouver un système d'explication du monde, un système de vérité qui va permettre de légitimer leur position. Ça peut être celui du mérite, par exemple. Ça, c'est un truc un peu rapide, voilà. Mais ça peut être celui du mérite, de dire, ben oui, en fait, ce qui se passe là, pourquoi est-ce que moi je possède plus que l'autre? C'est au travers du mérite. Qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, c'est comme ça que Marx l'explique, de dire si des gens défendent cette idée, c'est avant tout parce que dans les conditions dans lesquelles ils sont, euh, eh ben, forcément, parce qu'ils sont dans ces conditions, parce qu'ils ont vécu dans ces conditions, forcément, leur mode de vie et leur entourage leur paraît normal. Parce que enfin, c'est la manière dans laquelle ils vivent. Donc le fait d'avoir plein d'argent, le fait d'être riche, le fait d'avoir des grands banquiers ou je sais pas quoi, bah, forcément ça leur apparaît comme normal. C'est ce qu'ils vivent. Et donc si ça leur apparaît comme normal, bah, il ne faut pas que ce soit incohérent avec leur vision du monde. Sinon ça leur apparaît pas comme normal. Et donc ils doivent se légitimer à eux-mêmes et se dire, ah mais comment est-ce que mon mode de vie, je peux le rendre cohérent avec ma vision du monde? Et donc, ils vont construire, euh, pas de manière consciente au travers de cette réflexion, mais un petit peu naturellement, une vision du monde qui est cohérente avec la manière de vivre qu'ils ont. Et donc, à partir de cette vision du monde cohérente, eh ben, ils vont essayer de dire, ben, c'est ça la vérité. Et donc, ils auront formulé une idéologie. Donc voilà, ça peut être au travers du mérite, ça peut être au travers du fait qu'on va expliquer que le progrès de l'humanité va permettre à tout le monde de réussir tout ou alors que l'objectif de l'humanité c'est avant tout le progrès des sciences plus que le progrès du bien-être de chacun. Et ça, c'est quelque chose de pratique quand on est, ben, par exemple, un patron d'entreprise ou quelque chose comme ça. C'est de dire, ben non, en fait, moi, je travaille pour le progrès des sciences. Mais ça permet aussi de conforter son propre positionnement social, de dire, mais regardez, en fait, cette société, ce modèle d'organisation de vie ensemble, dans lequel c'est moi qui domine, ben, en fait, c'est cohérent avec le grand objectif que doit avoir l'humanité. Voilà, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être une idéologie dans le sens marxien du terme. Marrant marxien, comme mais c'est comme ça qu'on dit. Euh, Il y a marxien et marxiste, il y en a qui disent que c'est la même chose, d'autres qui disent que c'est pas pareil. Euh, en gros, les marxistes, ce sont des gens qui ont repris les idées de Marx et qui vont essayer d'en créer de nouvelles choses. Par exemple, euh, Lénine, Trotsky, ce sont des marxistes parce qu'ils reprennent les idées de Marx, mais ils essaient de les mettre au goût du jour. Et Marx disait, il faut mettre mes idées au goût du jour. Là, moi, j'écris pour maintenant, mais il faut les transformer. Alors que les marxiens, c'est des gens qui ont moins de projets politiques et qui essaient d'analyser Marx sous ce qu'il voulait dire à son époque et d'essayer de vraiment surtout pas dériver, surtout pas rajouter des trucs, enlever des trucs. Voilà, ça c'est la différence qui est faite. Certains marxistes
disent, mais non, mais en fait, euh, comme Marx disait qu'il ne faut pas modifier, ben en fait, les marxistes sont aussi des marxiens, parce que ils font exactement ce que voulait faire Marx. Donc il y a un débat là-dessus, je précise, voilà. En tout cas, maintenant qu'on a compris ce que c'était le terme de idéologie pour Marx, on comprend en fait comment se créent les systèmes de pensée, comment on arrive à penser une vérité plutôt qu'une autre. À partir de là, on va dire, ok, super, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben justement, on comprend que, en fait, toute vérité, toute métaphysique, tout système qui explique le monde contient en lui-même des revendications politiques, parce qu'il légitime un certain état du monde plutôt qu'un autre, ou un certain type de changement qu'il faudrait effectuer plutôt qu'un autre. Je veux dire, par exemple, dire qu'il faut faire du progrès au maximum dans les sciences, bah, euh, euh, affirmer cette vérité au nom pour X ou Y raison, mais affirmer cette vérité, bah, ça implique une certaine organisation de la société dans laquelle bah, c'est possible d'améliorer la science au fur et à mesure, dans laquelle bah, chacun ne fait pas juste un truc dans son coin, dans laquelle il peut y avoir une organisation qui va permettre le développement des sciences. Et donc ça va changer politiquement la société. Donc voilà, chaque vérité a une influence politique, et donc il s'agit de reprendre le contrôle de ça pour se dire, ok, quelle vérité on veut mettre en place pour ensuite réussir à, euh, à mettre en place une organisation politique qui soit cohérente. Et Marx, il ne va pas dire ça au hasard. Il ne va pas dire ça au hasard parce qu'en en fait, il va un petit peu plus loin dans son analyse. On va revenir sur ça plus tard, sur quelle vérité on veut mettre en place. Mais d'abord, il va un peu plus loin dans son analyse parce qu'il ne va pas juste dire c'est les conditions matérielles d'existence qui créent les pensées des individus. Il ne va pas juste dire les idéologies proviennent de si tu es riche, si tu es pauvre, les objets que tu as autour de toi, les gens, la quantité de matière, qui, voilà, tout ça. Et il va pas juste dire ça, il va dire comment ça se fait qu'il y en ait qui aient plus de matière, plus d'objets, des banquets et tout, d'autres qui aient moins, d'autres qui soient dans certaines conditions et tout. Et il va dire, en fait, toute l'organisation matérielle et la distribution matérielle des objets, des capitaux, de l'économie, des marchandises, tout ça, eh ben, elle suit un ordre cohérent qui est celui qu'on peut nommer l'économie en fait. Comment est-ce que tous les objets sont répartis, ils évoluent, voilà, ça c'est l'économie. Et Marx, c'est un théoricien de l'économie justement parce que il va écrire énormément sur comment ça fonctionne l'économie. Et pour lui, l'économie, c'est l'évolution des techniques. Au fur et à mesure qu'on va découvrir des nouvelles techniques, et ça peut passer par le biais de découvrir grâce à des nouvelles techniques, on va découvrir des nouvelles machines qui sont elles-mêmes des techniques pour faire des nouvelles choses, etc., ou des nouveaux outils. Et ben, en découvrant des nouvelles techniques, il va se passer quelque chose. C'est que ça va bouleverser la manière dont la société est organisée. Si depuis toujours on faisait avec une bêche et une houe les champs, la découverte du tracteur, enfin, ça a quand même changé sacrément quelque chose. Peut-être que c'est n'importe quoi en agriculture, mais on voit l'idée. Euh, eh ben, le fait qu'il y ait une telle révolution technique, ça va amener un bouleversement dans l'organisation de la société, dans l'organisation de l'économie, des objets, de la manière dont on fait les choses. Et ce bouleversement, il va aussi provoquer en même temps, du coup, forcément, un bouleversement dans les pensées, dans les idées, puisque, comme on a dit, Marx, il dit, toute pensée, toute réflexion, toute idéologie, toute proposition de vérité vient de la manière dont le monde est organisé matériellement. Et donc, s'il y a un bouleversement matériel, il y a un bouleversement dans les idées. Et donc, il nous propose un truc qui peut nous paraître un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude, c'est que, en fait, la Révolution française, pas que, hein, toutes les révolutions, mais il prend l'exemple particulier, par exemple, de la Révolution française, il dit, la Révolution française n'est pas le résultat des siècles des Lumières, et donc il y aurait ensuite des résultats positifs pour tout le monde, voilà. En fait, c'est les bouleversements économiques qui sont dus à l'apparition peu à peu de, du salariat, de nouvelles techniques et aussi de la colonisation, tout ça, qui ont emmené le fait que euh, le système de vérité, le système idéologique de la monarchie n'était plus suffisamment cohérent pour tenir avec l'évolution des techniques qui avaient lieu. Et donc, il y a eu une nouvelle réflexion qui a eu lieu pour dire, mais en fait,
on voit bien que les techniques sont comme ça, et donc forcément il faudrait que la société soit comme ça. Mais parce que ça n'est paru évident que grâce à ça. Il dit la même chose pour l'abolition de l'esclavage. Il dit l'abolition de l'esclavage, c'est pas les termes de, d'une longue réflexion, parce que depuis l'Antiquité, il y avait des tas de gens qui disaient qu'il faut arrêter l'esclavage. Seulement, c'était pas possible, parce que l'économie était sous-tendue par l'esclavage. Parce que dans l'Antiquité grecque en tout cas, euh, l'esclavage, c'était la quasi-totalité de la production économique, du fonctionnement de la société, et donc on ne pouvait pas abolir l'esclavage, parce que la société était fondée sur l'esclavage. Il a fallu que l'esclavage soit moins important, moins cohérent, moins utile que le salariat, pour qu'on en vienne à abolir l'esclavage. Il explique ça comme ça, en disant que, en fait, l'esclavage, ben, c'est plus coûteux que le salariat, paradoxalement. Parce que dans le salariat, au bout d'un moment, il suffit juste de... Mais il a fallu une certaine organisation de la société dans laquelle le salariat est possible, hein. Il faut un truc où tout le monde peut acheter plein de choses, dans lequel il y a une libéralisation qui permet de faire que chacun peut acheter avec sa propre économie, etc. Mais une fois que c'est possible, en fait, comme ça, le propriétaire n'a pas besoin de s'occuper des maladies, de l'esclave, de l'acheter à vie, de lui donner un logement et tout. Il a juste à le payer pour que lui, il s'occupe de ça tout seul, et finalement, ça lui coûte moins cher. Marx dit qu'en fait, le salariat est plus rentable pour un patron que l'esclavage. Et c'est pour ça, et parce que du coup, la société pouvait s'émanciper techniquement, économiquement, qu'elle n'avait plus besoin de l'esclavage, que des idées contre l'esclavage, qui étaient là depuis très longtemps, sont devenues légitimes, sont devenues suffisamment en cohérence avec le monde pour être acceptées, et donc sont énormément répandues. Et en fait, Marx dit, ok, ben, la réflexion a besoin d'un certain rapport économique du monde pour avoir lieu. Quand on comprend ça, eh ben, on peut déjà répondre à la principale critique qui est faite par des gens qui ne connaissent pas bien Marx à Marx. C'est-à-dire que ils disent le communisme c'est super, d'accord, mais ils oublient quelque chose, les communistes, il a oublié quelque chose, Marx, c'est la nature humaine. L'humain est naturellement égoïste. Et on a envie de dire, ok, pourquoi pas? En fait, le problème, c'est que Marx, c'est précisément ça qu'il attaque. Très précisément, on pourrait dire peut-être même que euh, toute la théorie de Marx, toute sa philosophie est fondée autour d'une réponse à cette affirmation. Et pour dire qu'en fait, non, l'humain n'est pas naturellement euh, mauvais, il n'est pas naturellement égoïste. C'est un certain rapport économique, un certain rapport au monde qui le construit, qui fait que peu à peu, il en vient à exister au sein d'une société capitaliste comme égoïste. Et dans un autre type de société, il en viendrait à exister d'une manière complètement différente. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Et là, ceux qui sont contre le communisme marquent vraiment un point, c'est que bah, ça marche pas du jour au lendemain. Les gens, ils ont grandi dans un système économique avec un certain type d'organisation matérielle. On peut pas du jour au lendemain leur dire bon ben maintenant on change d'organisation matérielle, c'est bon, ben non, parce qu'ils ont grandi là-dedans. Ils ont construit leur vérité par rapport à ça, leur manière de se comporter par rapport à ça. Et donc en fait, il faudrait qu'il y ait une sorte de paradoxe temporel où là maintenant tout de suite tout change d'un coup, les systèmes économiques, et où il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas là avant, qui elles apprennent à vivre dans ce système, et là ça marcherait le communisme. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut pas juste tout changer en claquant des doigts et faire que tout le monde ait une éducation parfaite. Enfin, dans ce cas, oui, forcément, tout fonctionne, mais enfin, comment on met ça en place? Alors ça, c'est la grande question qui guidera toutes les réflexions communistes et aussi anarchistes, en un sens, qui suivront. Comment est-ce qu'on passe d'une société qui est la nôtre, en sachant que c'est pas toujours la même en fonction des époques, mais d'une société qui est la nôtre à une société parfaite, dans laquelle tout le monde y est gentil, parce que les conditions matérielles d'existence permettent de faire advenir une réflexion dans laquelle il faut se comporter de sorte à ce que tout le monde soit gentil. Si aujourd'hui les gens sont égoïstes, c'est parce que la société, la mise en place de l'économie, des marchandises, des manières dont les objets sont partagés, pousse à un comportement égoïste. Et donc, euh, comment est-ce qu'on passe d'une telle société, d'une telle organisation économique à une autre? Comment on fait? Et alors là, ils ne sont pas tous d'accord. Marx, Bakounine, Lénine, Trotsky, Mao,
ils auront tous des théories différentes sur comment on fait. Il y en a qui sont plus réfléchis, plus détaillés que d'autres. J'en ai dit que quelques-uns, mais il y en a vraiment énormément des théoriciens qui font ça. Plus récemment, il y a Guy Debord, mais c'est un peu différent, mais un Français qui parle aussi de ça à la fin du XXe siècle. Et, euh, et donc voilà, c'est tout à fait la question. Alors, Marx, comment il fait? C'est quoi, lui, sa proposition à lui? Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord au sein des mouvements communistes. Mais donc, sa proposition à lui, c'est de dire, à terme, il faut qu'on fasse disparaître l'État. Alors, pourquoi? Parce que euh, le problème, c'est l'État. Le problème, c'est que à chaque fois, il y ait quelqu'un qui puisse venir réguler, trancher, hein, comme si les gens étaient coupables, alors que dans une société parfaite, vu que tout sera régi par la bonté entre les individus, par par le fait que les gens ne soient pas égoïstes entre eux, par les besoins qui vont des gens et que tout le monde travaille selon ses moyens, pour chacun selon ses besoins, ben, on n'aura pas besoin de l'État. Donc, il faut qu'on arrive à l'abolition de l'État, mais d'une manière vraiment très cohérente, où ce sera évident pour tout le monde qu'il n'y a plus besoin d'État. Parce que, je veux dire, la manière dont on se comporte avec nos amis, on n'a pas besoin de l'État. Si demain la société disparaît, si l'État s'effondre, mais qu'on n'est que entre amis, on va pas tous se tuer pour autant. Ce sera peut-être même ce sera une bonne nouvelle. Enfin, au-delà du reste, mais sur ce détail-là, ce sera une bonne nouvelle. Euh, on aura un super comportement entre nous. Ben voilà, faudrait réussir à mettre ça en place à l'échelle nationale, à l'échelle même internationale en fait. Donc assez compliqué, hein, surtout qu'on ne peut pas connaître tout le monde, mais donc ça implique qu'il faut qu'on change les conditions matérielles d'existence pour que ce soit une évidence que quand je croise quelqu'un que je ne connais pas, je vais me comporter comme ça avec lui. Donc comment on fait? Eh bien, Marx dit, on va mettre en place un état de transition qu'il va falloir supprimer. Et c'est à partir de là qu'on va faire une petite pause pour essayer de comprendre ce que c'est d'abord, pour pouvoir arriver à tout ça, pour comprendre ce que c'est que la dialectique. La dialectique, c'est un concept qui a été inventé par le philosophe George Wilhelm Friedrich Hegel. C'est un peu le boss de la philosophie. Et alors, lui, il a inventé. La dialectique, c'est le concept qu'il invente et principal qu'il trouve. Et c'est la manière dont euh, toutes les choses évoluent. Mais vraiment toutes les choses, que ce soit les concepts, les idées, les choses matérielles, les gens, tout évolue au travers de la dialectique. Donc c'est quand même un concept très général, et très pratique, très costaud, quoi. Et alors, en fait, quand on va expliquer, ça peut paraître un peu évident. Quand on a compris, c'est très évident. Mais ça rajoute quelque chose quand même, le fait de l'avoir compris. La dialectique, c'est le fait qu'une chose, pour pouvoir passer d'un état à un autre, ou d'une chose à un autre, pour pouvoir se transformer, quoi, pour pouvoir se transformer, il faut qu'elle passe par sa négation. Si j'ai une feuille de papier et que je veux deux feuilles de papier, je dois déchirer la feuille et donc nier cette feuille de papier pour en faire deux feuilles de papier. Si je veux fabriquer quelque chose avec de la matière, ben, la matière, elle était déjà quelque chose avant. Elle avait déjà une forme. Et donc, je vais devoir détruire la matière telle qu'elle existe sous cette forme pour pouvoir la créer sous cette nouvelle forme. Et donc, on pourrait rentrer, là j'ai vraiment expliqué très rapidement, mais enfin, on pourrait l'expliquer en 50 heures, quoi. Et là, ce serait une bonne explication. Mais donc, le seul truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la dialectique, donc le mouvement du monde que Hegel trouve, c'est voilà, le fait que chaque chose passe par sa négation et en arrive à un nouveau stade. Et à partir de ça, Hegel, il en vient à dire que, en fait, le fait que les choses passent toujours par leur négation, ça montre que l'ensemble du monde va dans une même direction. Petit à petit, euh, tout va prendre une forme de plus en plus générale, de plus en plus totale, de plus en plus cohérente, parce que en se niant elle-même pour devenir quelque chose de plus général, je détruis quelque chose pour construire quelque chose qui a plus de sens que la chose que j'ai détruite, et bien petit à petit, le monde prend de plus en plus de sens, devient de plus en plus absolu. Et donc, il dit, je ne sais pas quand ça arrivera, mais un jour, tout sera entièrement cohérent. C'est ce qu'on appelle la téléologie de la dialectique, c'est-à-dire que, effectivement, dans une dialectique, dans un mouvement du monde, on voit que ça va dans une certaine direction. Et si on se dit que, effectivement,
tout arrivera à la fin à arriver dans cette direction, et ça, c'est pas dit. Mais si on pense ça, et Hegel pense ça, Marx aussi, eh ben, ça finira par arriver à un état final de quelque chose d'entièrement cohérent. C'est ça la téléologie. C'est le fait qu'on se dise que la fin, ce qu'il y aura en dernier, eh ben, peu à peu, on est en train d'y aller et on n'aura pas le choix, forcément, ça va arriver. Voilà, ça c'est Hegel. Et Marx, en fait, c'est un hegelien. Il reprend la théorie de Hegel. Sauf que lui, il le fait par la matière et tout, là où Hegel disait non, c'est dans les idées, c'est la même chose. Marx il dit non, c'est vraiment la matière qui est première, c'est l'évolution des techniques matérielles qui sont premières. Et donc, euh, en fait, déjà, ça nous aide pour comprendre un petit truc. L'évolution des techniques dans l'histoire, comment est-ce que fonctionne le monde, qu'est-ce qui régit tout, c'est cette dialectique-là dans l'évolution des techniques. Peu à peu, en travaillant la Terre, en travaillant des objets, eh ben, on va en venir à mieux savoir les utiliser. Et ça va changer la manière dont on les utilise. Voilà, ça c'est la dialectique qui s'opère à chaque moment. Parce que, par exemple, quand je construis un outil, je dois détruire une pierre, au sens où je la taille et tout, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. À chaque fois, c'est la dialectique qui s'opère. Et en fait, c'est la même chose dans l'histoire des sociétés. Hegel, il dit quelque chose de spécial par rapport à ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse, parce que Marx, il dit quelque chose d'autre. Il dit que peu à peu, on voit que dans chaque révolution qui a eu lieu depuis toujours, il y a quelque chose qui se passe, c'est que on progresse un peu vers la liberté. Ça, c'est surtout Hegel qui dit ça, mais Marx le reprend. Au sens où, à chaque fois, euh, il y a de plus en plus de droits qui sont accordés. Il y a de plus en plus de classes dominantes qui sont supprimées. Et à chaque fois, ça détruit un certain type de classe dominante. À un moment, c'est la noblesse. À un moment, c'était les propriétaires d'esclaves. À un moment, c'était euh, les capitalistes. Et à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que la révolution va détruire cette classe et que ça va être au sein des classes dominées un certain type de population qui va prendre le pouvoir. Parce que les capitalistes, c'est qui? C'est des gens qui étaient du tiers-état, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas nobles et qui, parce que on a détruit la noblesse, alors qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il n'y a plus la noblesse? Est-ce que tout le monde est égal? Ben non, parce qu'il y a d'autres types de domination. La domination, du coup, économique. Et donc, c'est ceux qui avaient plus d'économie qui vont s'instaurer en nouvelle classe. Et en fait, chaque révolution amène à ça. Et Marx, il dit, ben en fait, euh, on pourrait en venir à faire cesser ça. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que toutes les dominations auront été arrêtées. Et donc, on va passer par une dernière dialectique qui va nous permettre de tout faire arrêter. C'est le fait que ce soit plus les capitalistes qui soient dans une dictature économique, on peut dire ça comme ça, ou la monarchie qui soit dans une dictature de la noblesse, etc., mais que ce soit les dominés qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire les dominés comme vraiment ceux qui ne sont supérieurs économiquement et tout, ou même au sein d'aucune vérité, qui ne sont jamais supérieurs aux autres. Parce que si c'est eux qui dominent, alors ils vont imposer leur manière de voir la vérité du monde à toute la société. Et ce sera forcément une manière égale. Parce que eux, ils sont ceux qui vivent pas au travers de privilèges qu'ils ont légitimés par des vérités qu'ils ont construites. Ils ont pas leur idéologie ne les favorise pas. Leur idéologie ne favorise personne parce qu'ils n'ont pas de privilèges par rapport aux autres. Et donc c'est eux qui doivent imposer leur vision du monde à la société. Et c'est eux qui doivent gouverner et mettre en place le système économique, le système politique qu'ils veulent. Et donc, ils vont le mettre en place avec plein de droits, plein de politiques et tout, avec un État peut-être autoritaire. Il peut être démocratique, hein, tant que les personnes qui décident sont toutes des prolétaires, c'est le nom de ceux qui sont dominés dans le système capitaliste. Ils peuvent totalement gouverner ça démocratiquement, c'est ce que voulait Marx, mais que ce soit une dictature au sens autoritaire du terme. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut vraiment gagner plus d'argent, on dit non. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que les décisions qui soient prises par les prolétaires soient absolument indiscutables. Et c'est ça qu'on entend par dictature du prolétariat. Dictature du prolétariat dans le même sens où, je veux dire, à l'époque de Marx, aujourd'hui, on pourrait dire on est dans une dictature de la bourgeoisie parce que c'est les riches qui décident. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors oui, après, du coup, il y en a qui ont dit dictature du prolétariat, quoi.
Ben, Staline l'a dit, j'ai bien compris la dictature du prolétariat, c'est ça. Ben, pas trop. Mais donc, si c'est le prolétariat qui impose sa vérité, on va forcément arriver à une société sans classe. Alors ça va se faire petit à petit, parce que petit à petit, le prolétariat qui va avoir de moins en moins l'influence des systèmes de vérité, des idéologues dans lesquels il y a des privilèges et tout, parce qu'ils vont transformer la société, et donc en transformant la société, ils vont se transformer eux-mêmes et se dire, ah oui, mais en fait, ça aussi, on peut le remettre en question. Et donc ça se fait petit à petit, au sein de cette dictature autoritaire qui s'appelle le socialisme. Alors, il faut préciser que socialisme, du coup, c'est un mot qui a beaucoup de sens différents. Parce que Marx, là, il l'entend au sens voilà, de cet État autoritaire, mais les socialistes du Parti socialiste, rien à voir, aujourd'hui, je veux dire. Tout comme les socialistes comme Jean Jaurès, ils entendent encore un autre truc par socialiste. Eux, ils disent non, en fait, il ne faut pas d'État autoritaire et c'est au travers des institutions démocratiques qu'on va faire advenir le communisme. Le communisme, c'est pas le moment de dictature. C'est au moment où la dictature est terminée que on arrive à cette société sans classe où tout le monde est content, c'est les bisounours. Euh, c'est pour ça que l'URSS, par exemple, ils se sont appelés l'Union des républiques socialistes soviétiques et pas communistes, parce qu'ils étaient dans l'état transitoire. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils affirmaient. Il y en a, ils disent, bah, ils n'ont pas du tout réussi. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir, et c'était plus le prolétariat qui était au pouvoir. La révolution a échoué à faire son objectif, et donc, ben, ils n'ont pas réussi à mettre en place l'État totalitaire qu'aurait voulu Marx. D'autres disent, si Lénine et Trotsky, ils ont réussi, et puis Staline, il a pris le pouvoir. D'autres disent, non, Staline a réussi aussi, simplement, ben, enfin, les dirigeants d'après, les États-Unis, l'ont empêché de faire. Il y a beaucoup de débats là-dessus. La plupart des gens tombent d'accord sur le fait que bah, c'est pas que Staline c'est pas le cas en tout cas, mais il y a des débats là-dessus. Donc si on reprend ce qu'on vient d'expliquer, euh, forcément le communisme peut advenir si on arrive à passer par une phase de négation de la société qu'il y avait avant. On est toujours dans une dialectique, c'est-à-dire que on est dans une société capitaliste, il faut faire l'inverse de cette société capitaliste, il faut la détruire dans sa négation, euh, en mettant du coup ceux qui sont les dominés au pouvoir, en inversant le rapport, vraiment la négation du truc, pour arriver à quelque chose de nouveau. C'est une dialectique qui s'opère là aussi. C'est le même mouvement du monde. Et c'est pour ça que Marx, on pourrait rentrer dans plus de détails, il dit que forcément ça va arriver. En même temps, il appelle tout le monde à faire la révolution, et en même temps, il dit de toute façon, elle va avoir lieu. Pourquoi de toute façon elle va avoir lieu? Parce que le capitalisme est contradictoire. Il comporte en lui, dans son modèle d'organisation, les conditions de sa destruction. C'est-à-dire que un des exemples, c'est le fait que peu à peu le capitalisme, il crée des nouveaux moyens pour être de plus en plus productif, parce que son objectif c'est la production de marchandises, absolument la production de marchandises toujours sans cesse tout le temps, et pas tant l'argent directement, mais la production de marchandises, c'est l'objectif du capitalisme. Et parce il veut produire de plus en plus, il va créer de nouvelles machines pour être plus compétitif. Mais en créant des nouvelles machines, des nouvelles techniques, eh ben, les prolétaires, ceux qui travaillaient, eh ben, ils perdront leur emploi. Ils deviendront de moins en moins utiles, de moins en moins efficaces. Et donc, le salariat ne suffira plus pour les payer parce qu'il y aura des machines de plus en plus partout, des techniques qui seront plus efficaces que lui. Et comme il n'aura aucune place dans ce système ne pourra plus tenir en place. Parce que le truc un petit peu central qui fait tenir le capitalisme, selon Marx, c'est ce qu'il appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est le fait que ceux de la classe dominée, les prolétaires, dans le système capitaliste, ou le tiers-état, dans le système monarchique, des serfs, ou les esclaves, dans le système d'esclavage, à chaque fois, ils ont intégré la vérité de leurs dominants. C'est-à-dire que les dominants, eux, ils ont le temps, ils ont donc ils peuvent réfléchir à un système de pensée ultra grand, ultra cohérent, ensuite ils vont aller imposer aux autres. Là où ceux qui réfléchissent, ceux qui sont en train de travailler et tout, le plus souvent, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et donc, s'ils essaient d'établir des vérités, ce ne sera pas suffisamment cohérent, ce ne sera pas suffisamment construit, total, et donc ils ne pourront pas établir leurs propres vérités qui vont les guider. Et donc Marx, il dit, c'est ça le rôle des communistes, il y a les dominants, il y a les dominés, et au milieu, il y a les communistes. Eux, c'est ceux qui doivent, peu importe du camp qui viennent, créer une théorie
créer un système de vérité pour les dominer. Pour que les dominés, ils se disent, OK, en fait, depuis le début, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui fait Marx. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'est-ce que c'est tout ce qu'il vient d'expliquer? C'est tout un système de vérité qui n'est pas le même que les idéologues bourgeois, riches, tout un système de vérité qui vient légitimer un autre état du monde que celui qui a lieu. Et qui vient dire cet état du monde n'est pas normal. Et à partir du moment où on a intégré cette vérité plutôt que celle des riches, plutôt que celle des idéologues, plutôt que celle des bourgeois, on va se dire ah oui, mais en fait mon état n'est pas normal. C'est ça que Marx appelle la conscience de classe. Avoir conscience de tout ce qu'il est en train d'expliquer. Parce qu'une fois qu'on a une conscience de classe, on est capable de, de changer vraiment la manière dont on voit les choses et donc de se dire la révolution, je dois la faire. Parce que c'est dans l'ordre du monde. Et parce que c'est dans l'ordre du monde, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que, en fait, là, moi, je me fais avoir, eh ben, ça va avoir lieu. Et donc, non seulement il y a une volonté de mettre en action une action politique, mais en plus, et c'est ça que c'est un peu étrange dans la philosophie de Marx, c'est que d'un côté, il y a une volonté d'action politique, et de l'autre, c'est sûr que ça va arriver. Parce qu'en créant des nouvelles machines, ben, les prolétaires qui étaient aliénés et qui croyaient aux vérités de ce système, eh ben, ils peuvent plus y croire parce qu'ils voient pas comment ça les arrange. Jusqu'à présent, on disait oui, mais quand même, les patrons, et grâce à eux, tu as du travail. Oui, mais si j'ai plus de travail, ça marche pas comme idée. J'ai pris un exemple facile, mais c'est toujours des trucs de ce genre-là. Et donc, forcément, le capitalisme va arriver à sa fin. Alors, aujourd'hui, on va dire, ben, Marx, il pensait que c'était là, c'était pour dans quelques années, et c'est toujours pas arrivé. Alors, question, est-ce que en fait, Marx s'est trompé sur un détail? Est-ce que Marx s'est trompé sur tout? Est-ce qu'il a oublié de prendre des paramètres en compte, comme la mondialisation, qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se révolter à l'échelle internationale? C'est des questions qui sont encore débattues, qui ont été débattues longtemps. Est-ce qu'il faut faire la révolution internationale ou pas? Et ben, je vous remercie d'avoir écouté.